Bonsoir à toutes et à tous en salle et comme à l'écran de la télé communautaire. Je vous souhaite bienvenue à cette assemblée publique du conseil municipal de Victoriaville. Tout d'abord, je voudrais peut-être mentionner, déroger un peu de mon habitude habituelle. D'habitude, je fais ça plus ad lib, mes petits discours, mais là, je pense que ça va prendre le temps de le lire complètement. Ça fait que je vais quand même être un petit peu les yeux sur mon écran, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est un sujet fort important, puis qui touche aussi mes collègues que je salue d'ailleurs au passage, mes collègues du conseil municipal. Bonsoir à tous et à toutes. Puis aussi, je voulais peut-être souligner puis envoyer une bonne pensée à notre collègue Yves Arcan, qui est absent pour des raisons de maladie. Un petit accident de sportif. Donc, Raoul va être à ma droite ce soir pour Raoul Pascal pour prendre le relais de Yves. Donc, si je reviens à mon texte initial, je me permets, suite à des événements, dans le fond, récents, pour ne pas le nommer, l'épisode de la canopée, de rappeler l'importance du respect et de la convivialité dans les échanges publics. Ça nous ramène, en fait, à la notion de valeur humaine. Vous savez, on a tous et toutes des valeurs qui nous sont propres, que ce soit, dans le fond, le respect, que ce soit aussi, je sais pas, la collaboration, en tout cas, name it, il y en a plusieurs valeurs que vous, dans le fond, que vous connaissez bien. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. En fait, si je peux me permettre, je me rappelle mes petits cours de latin du passé, le mot valeur, ça vient du latin le mot valere. Valere, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire être fort. Ça veut dire aussi être digne. Donc, avoir de la valeur. De la valeur humaine. Le concept de valeur, par conséquent, ça doit être compris comme une expression de ce qui est considéré comme précieux, qui doit être digne en ayant de l'importance, vraiment beaucoup d'importance. Une fois ça dit, en ce sens, nos valeurs personnelles, on en a tous des valeurs personnelles qui nous guident dans le fond. En fait, les valeurs, c'est des guides. Ça nous guide vraiment dans nos prises de décision, ça nous guide aussi dans notre quotidien. Il y a des valeurs personnelles, il y a des valeurs organisationnelles, mais des valeurs aussi, dans le fond, qui sont propres à chacun. En tout cas, une des miennes, moi, c'est le respect. C'est sûr que le respect, pour moi, c'est fondamental. Donc, ça doit nous dicter nos pensées puis des actions nobles. C'est ça, des valeurs, si je reviens au thème valoré. Ça permet ainsi de s'élever au-dessus de la mêlée puis nous faire avancer comme société humaine. Donc, je le répète pour moi, puis je prends le temps de le répéter parce que pour moi, c'est vraiment important, le respect. C'est un exemple de valeur fondamentale pour parvenir justement à s'élever au-dessus de la mêlée puis être vraiment, dans le fond, en phase avec des objectifs plus nobles et plus humains. Au cours des dernières semaines, malheureusement, des membres du conseil, ici présents, et moi-même, on a reçu des commentaires qui n'ont vraiment pas leur place dans le débat public. Ça inclut, malheureusement, des attaques visant les conjointes, les conjoints, les enfants, puis même contre des citoyens qui ne sont pas d'accord avec les gens, dans le fond, qui jouent sur les réseaux sociaux, qui jouent, dans le fond, aussi, qui émettent toutes sortes d'opinions sans savoir vraiment de quoi il est fondé. Puis bien évidemment, ces opinions-là, puis ces commentaires-là, ça n'a pas leur place, naturellement. Ça vient des commentateurs négatifs qui nous rabaissent un peu vers le bas. Puis bien évidemment, ça n'a rien à voir aussi avec les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis. Ça les affecte. Honnêtement, moi, je suis à quoi assez dur. Ça fait quand même un bon bout de temps, dans le fond, que je suis dans le domaine public, j'en ai vu d'autres. Ça ne m'affecte pas trop, mais ça l'affecte les gens qui nous entourent. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Ça l'amène, dans le fond, à amener des dynamiques malsaines de mauvaise communication, puis surtout c'est pas ça qui nous fait avancer, finalement. Les insultes, en fait, les messages injurieux, puis il y en a eu des salés, je peux vous le dire, là, si je regardais la page Facebook du maire, vraiment des choses inadmissibles en 2026, à mon sens, dans un contexte où on veut aspirer, dans le fond, de nobles objectifs au niveau de la municipalité. Quand on se fait dire, puis je vais taire le mot, mais « Hey, mon ta-ta-ta-ta », c'est pas de même qu'on part un débat avec un maire, ni avec un conseil, ni avec personne, d'ailleurs. Ça, je vais être intraitable là-dessus. Si on peut dialoguer de façon correcte, de façon respectueuse,
on va être très à l'écoute. D'ailleurs, c'est ça qui nous a fait prendre un pas de côté puis changer notre moyen par rapport aux objectifs de Canopé. C'est pas les gens qui nous injuriaient qui nous ont fait changer. Les gens qui nous ont fait changer, c'est les gens, dans le fond, qui avaient un discours respectueux, qui voulaient qu'on avance, puis avec des motifs nobles et surtout louables. On dit souvent qu'il y a juste ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Ben nous autres, on a appliqué une règle, on a essayé d'être correct, on voulait vraiment avancer au point de vue sociétal. On s'est trompé apparemment, on l'a admis, maintenant on passe à autre chose. Mais pas obligé de vraiment insulter personne pour arriver, dans le fond, à faire ce que la société avance. On est très à l'écoute, naturellement. Donc, les messages injurieux, plus particulièrement les menaces, quelles que ce soit exprimées à personne, par texto, sur les médias sociaux, ne doivent pas être tolérés. Ça va être tolérance zéro. Qui plus est, quel exemple qu'on donne, dans le fond, à nos enfants dans le chat de la sorte? Je me le demande. Honnêtement, je me le demande. Si on veut que nos enfants soient respectueux, bien, agissons comme tels. De toute façon, ces propos-là sont inacceptables. Ils ne font pas avancer les causes, comme je mentionnais tantôt. Bien au contraire. Ça nous braque. C'est pas ça qui va nous faire vraiment infléchir nos règles. Au contraire. Quand c'est respectueux, constructif, ça concourt, par contre, à faire ce qu'on avance, les débats et les projets de société. On peut parler, on peut discuter. Les gens qui me connaissent le savent. On est très ouverts à la discussion. Mais pas en s'invectivant de toutes sortes de mots puis de toutes sortes de choses vraiment irrespectueuses. Ça, on ne l'accepte pas. Dans le même ordre d'idée, le dévoilement prochain d'un engagement fort de notre conseil, soit la mise en place des comités de quartier. Je salue au passage ma collègue Caroline Pilon, qui est en charge du dossier, et en même temps aussi des collègues comme Christian Reyes, qui va être un projet pilote. Mais là, je ne veux pas trop avancer dans les annonces parce que je vais scooper les prochaines annonces, mais Christian, Jean-François aussi et naturellement Caroline. Donc, on va vous revenir avec des bonnes nouvelles. Une fois que le dossier de la canopée puis le chiolage est fini, là, on peut passer aux bonnes actions et aux bonnes nouvelles. On reste positif. Donc, ça va être vraiment un lieu privilégié pour faire entendre la voix des citoyens et renforcer leur participation active, toujours de façon constructive, de façon positive cette fois-ci. Plus de détails sur cette initiative vont vous être communiqués bientôt à ce sujet, en fait à la mi-avril, d'après ce qu'on m'a dit ce matin. C'est ça, Caroline? Merci. Sachant en terminant que le conseil municipal de Victoriaville, c'est votre conseil. Il a le devoir de veiller à la santé financière de la ville et à un milieu de qualité de vie pour tous. Que l'on vive en appartement ou en maison, que l'on soit entrepreneur, travailleur, étudiant ou parent, et que l'on œuvre dans une petite ou une grande entreprise, ça n'a pas d'importance. Vous êtes tous des citoyens à part entière, puis on est votre conseil municipal. Derrière chaque élu, il y a une famille et des proches. Il faut s'en souvenir. Les excès dans les propos finissent toujours par nuire à notre capacité d'échanger, de collaborer, de trouver des solutions. Aucun des élus autour de cette table ne cherche à nuire aux citoyens. On ne se lève pas le matin, nous autres, en disant « Bon, ce matin, qu'est-ce que je pourrais faire là, pour ennuyer les citoyens? » Au contraire, on est là pour aider. Mais c'est sûr qu'il faut faire l'adéquation entre les besoins de l'un et les besoins de l'autre, qui sont quelquefois incompatibles, malheureusement. Nous, il faut trancher au meilleur de nos connaissances et surtout avec le concours de nos équipes municipales. Donc, c'est sûr qu'on le fait pour le bon citoyen. On pourrait faire bien d'autres choses dans notre vie, mais on a fait le vœu, nous, de travailler avec les citoyens pour avoir une meilleure ville, un meilleur avenir. Donc, aidez-nous à le faire. Puis, par les comités de citoyens, ça va être vraiment un véhicule intéressant pour le faire. Notre objectif commun, c'est d'améliorer la qualité de vie à Victoriaville. Moi, je me suis fait dire, quand j'étais en campagne électorale, il n'y a pas si longtemps, il y a 5 mois, qu'on avait une belle ville, on était bien gérée. Donc, ça nous donne vraiment de l'essence, ça, pour continuer à travailler puis à donner beaucoup de temps. Je peux vous le dire, les gens qui travaillent ici autour de la table, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au service des citoyens et de la population. Fait qu'on faut gérer, nous autres, les infrastructures du mieux qu'on peut, les maintenir en service, puis au meilleur coût possible. Puis finalement offrir le meilleur milieu de vie où il fait bon vivre. Fait qu'au nom du conseil, en terminant encore une fois, j'invite donc chacun à privilégier des commentaires constructifs afin de favoriser un dialogue respectueux et utile. Ensemble, peut-être ça va aller un peu moins vite, mais ça va aller plus loin. On va pouvoir avancer justement d'un pas sûr vers un bel avenir pour notre municipalité. Voilà, c'était un long préambule. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je peux vous dire qu'on avait tous et chacun ici pas mal sur le cœur dans les événements récents. C'est derrière nous maintenant, on y pense plus. En fait, on va construire là-dessus, mais surtout qu'on veut avancer, on veut arriver avec des bonnes nouvelles, on va travailler fort
Mais c'est clair qu'on va le faire dans le respect, puis dans le respect de l'autre, puis aussi dans un dialogue constructif. Merci. Voilà, fait qu'une fois ça dit, on va passer à la séance régulière maintenant, parce que je vais me faire taper ses doigts par Mme la greffière. On a quand même beaucoup de points à l'ordre du jour ce soir. Fait que merci beaucoup de votre attention, puis j'espère en tout cas que ça va porter fruit. J'espère sincèrement que ça va porter fruit, parce qu'honnêtement, on veut le bien de la municipalité, on veut travailler fort pour vraiment aider à faire des beaux projets. Il y a des choses qu'on travaille actuellement qu'on ne peut pas dévoiler, mais je peux vous dire qu'on travaille très fort, puis essentiellement, il va y avoir des très bonnes nouvelles. Fait que, est-ce qu'il y a des ajouts, Mme la greffière? Oui, il y a un ajout, soit un avis de motion pour abroger le règlement numéro 1601-2024 imposant une redevance réglementaire pour promouvoir la protection de la canopée. Parfait. Donc, on va le rajouter à la fin, celui-là. Donc, je demanderai maintenant l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un vote là-dessus pour Caroline propose et Olivier va seconder. Maintenant, au niveau 4.1 des procès-verbaux, on veut demander l'approbation des procès-verbaux des séances des 2 et 23 février dernier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, Chantal Moreau et Christian Raïs, seconde. Maintenant, au niveau de l'administration, le point 5.1 général, mise à jour de la politique d'affichage temporaire. Donc, suivant les recommandations du Comité des communications et des relations citoyennes, il s'agit d'approuver la mise à jour de la politique d'affichage temporaire qui sert à encadrer l'utilisation des différentes plateformes de la Ville servant à l'affichage temporaire. Yannick Poisson propose et Alexandre Côté seconde. Maintenant, point 5.1.2, l'adoption de la politique de disposition des biens meubles. Donc, la Ville souhaite prévoir un cadre clair pour la disposition de ces biens meubles. Il s'agit donc d'approuver la politique. Proposeur Jean-François et Yannick Fréchette, seconde. Point 5.1.3, modification aux règles de régie interne du Comité des loisirs, de la culture et développement des communautés. Il s'agit de modifier les règles de régie interne du comité afin qu'il soit composé de 3 élus, 2 fonctionnaires municipaux devant être le directeur du loisir, de la culture et du développement des communautés ou son représentant et un autre fonctionnaire déterminé par le directeur. Alexandre Côté propose et Olivier Bergeron, seconde. 5.1.4, désignation d'un évaluateur signataire. Donc, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit s'adjoindre les services d'un membre de l'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec pour les fins de l'évaluation foncière. Il y a donc lieu de désigner Jason Lemay, évaluateur agréé à titre d'évaluateur signataire. J'ai M. Comtois qui propose et Mme Moreau, seconde. Point 5.1. 5. Désignation d'un maire suppléant, puisque le maire n'est pas toujours éternel ou, encore une fois, peut prendre des vacances ou s'absenter quelquefois. Donc, il s'agit de désigner la conseillère Mariska Labarre à titre de mairesse suppléante. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. Félicitations, Mariska, pour un beau 4 mois intensif. Merci. J'espère que ce n'est pas trop absent. Je vais essayer. Vous savez, pour les règles municipales, juste pour le commun des mortels, c'est qu'à chaque 4 mois, on change de maire ou mairesse suppléante, puis ça évolue en fonction des chiffres de quartier. Donc, le quartier numéro 1, numéro 2, chanceuse, Mariska, c'est rendu à ton tour, et le prochain, ce sera Olivier. Si on revient à notre ordre du jour, dépôt des rapports maintenant, 5.2.1, dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, à chaque mois, la liste concernant les embauches et les changements de poste au cours du dernier mois est déposée. D'accord, ça me prendrait... C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, excuse-moi, oui. Ben oui. Après ça, un autre dépôt, rapport des activités électorales de la trésorière d'élection. Donc, conformément aux dispositions de l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il s'agit du dépôt annuel du rapport de la trésorière d'élection concernant ses activités pour l'année 2025. C'est maintenant déposé. 5.2.3, dépôt d'un rapport sur l'aide accordée en vertu de l'article 84.4 de la Loi sur les compétences municipales. Il s'agit du dépôt du rapport annuel sur l'aide accordée en vertu du programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Après ça, on a au point 5.2.4, le dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisés en 2025.
Donc, conformément aux dispositions de l'article 31.5.5 de la loi sur le traitement des élus municipaux, il s'agit du dépôt annuel de la liste des remboursements des dépenses en recherche et en soutien des conseillers autorisés en 2025. Le montant pour l'année entière est de 7 314,27. D'accord, c'est maintenant déposé. Maintenant, j'ai Chantal Moreau, Mme Chantal Moreau, qui va assurer la proclamation sur la Semaine québécoise de déficience intellectuelle 2026. Merci, Monsieur le maire. Alors, attendu qu'au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience intellectuelle et les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité de tous les jours, que la Ville de Victoriaville a à cœur l'inclusion et la participation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté, que la 38e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Attendu que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l'établissement d'une société inclusive. En conséquence, nous souhaitons proclamer la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroulera du 15 au 21 mars 2026 et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. Merci. Maintenant, sur un sujet un peu plus prosaïque. Composant secondaire. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça prend. Je vais aller de ce côté-là, tiens. Olivier Bergeron, puis je suis en Caroline. J'étais déjà, moi, dans mes comptes. Oui, c'est ça, dans mes comptes à payer. Donc, 6.1.1, liste des comptes du 22 janvier au 4 mars 2026, totalisant 22 800 012 $. On va laisser faire les scènes. Ça me prendrait quelqu'un qui vote pour cela. Chantal et Christian Raïs, seconde. Au niveau de la trésorerie, 6.2.1, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement afin de pourvoir à diverses dépenses. Il s'agit de réserver à même l'excédent de fonctionnement au 31 décembre 2025 une somme de 861 000 $ aux fins de financement des coûts à être assumés par la Ville de Victoriaville pour l'année 2026. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. Maintenant, point 6.2.2, autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par des activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit de modifications pour les projets suivants, soit le camion multifonctionnel électrique, l'ajustement du budget du projet Serre Plus et le financement de la part ville dans le projet de la rue Julie. Proposeur, Yannick Fréchette et Jean-François qui seconde. Maintenant, dans le point 6.3, au niveau des subventions, le point 6.3.1, contribution à la finale des Jeux du Québec, hiver 2028. Il s'agit de verser une somme de 149 000 $ au comité organisateur de la finale des Jeux du Québec hiver 2028. Proposeur, Olivier Bergeron et Mariska Labarre, seconde. 6.3.2, autorisation de versement à la Corporation récréative de Victoriaville pour l'année 2026. Conformément au protocole d'entente d'aide financière 2025-2029 entre la Ville et la Corporation récréative de Victoriaville, il y a lieu d'accorder une aide financière au fonctionnement régulier à la Corporation récréative de Victoriaville au montant de 2 166 900 $ pour l'année 2026. Proposeur, Yannick Fréchette et Chantal Moreau, seconde. 6.3.3, demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du projet de restauration du terrain de l'ancien golfe colonial. Il s'agit d'autoriser Canard Illimité Canada à déposer une demande d'aide auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le cadre du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. La Ville s'engage à permettre la réalisation de travaux sur sa propriété par Canard Illimité Canada ou l'un de ses partenaires en 2026, 2027 et 2028. Elle permet également, après la fin des travaux, que Canard Illimité effectue des suivis et mettre en place des mesures correctrices aux besoins.
J'ai naturellement Caroline Pilon qui s'empresse de proposer la chose. Et Olivier Bergeron, je le savais, qui seconderait. 6.3.4, demande d'aide financière formulée par le Club de pétanque Arthabasca Incorporé. Donc, il s'agit d'approuver la recommandation du Comité Loisirs, Culture et Développement des communautés concernant la demande d'aide financière, soit d'accorder une aide financière de 20 035,80 à l'organisme Club de pétanque Arthabasca et d'autoriser Jean-François Béliveau à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le Club de pétanque Arthabasca. J'ai Daniel Comtois qui propose et Yannick Fréchette, seconde. Maintenant, recommandation du comité en 6.3.5, recommandation du comité Loisirs, Culture et Développement des communautés concernant les demandes d'aide financière aux organismes. Je m'empresse à prendre une gorgée d'eau avant ma liste. Ouais, Ma la longue liste. Préparez-vous. Prenez votre temps, Mme la greffière. Donc, Académie de boxe olympique KO 96 pour 4 750 $. L'Action toxicomanie Bois-Franc pour 8 000 $. Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs ACEF pour 8 000 $. Association des bénévoles du Centre hospitalier des Bois-Francs pour 7 500 $. Association des locataires Centre du Québec pour 3 000 $. Association Parents Ressources des Bois-Francs Maison des familles pour 7 000 $. Cadet de l'aviation 862 Victoriaville pour 2 500 $. Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs pour 10 000 $. Centre de stimulation L'Envol 5 000 $. Cercle des fermières de Victoriaville 8 543 $. Le Cœur d'Aveluy 3 800 $. Club de biathlon des Bois-Francs pour 1 900 $. Club de basketball Les Astéries pour 6 650 $. Le Club de gymnastique des Bois-Francs pour 2 600 $. Club de plongeon des Bois-Francs, 1 900 $. Club de judo Victo, 2 850 $. Comité d'accueil international des Bois-Francs, 3 450 $. Cuisine collective des Bois-Francs, 8 000 $. Ensemble, les premiers violons, 2 850 $. Ensoleillement, unité de débordement Victoriaville pour 40 000 $. Espace Centre du Québec pour 4 000 $. Harmonie d'Acapo, Piu Mosso, 4 750 $. Halte Bois-Franc, homme alternative, 3 500 $. Joujoutec Bois-Franc pour 7 000 $. L'atelier Galerie d'art Victoriaville, 9 500 $. Maison Raymond-Roy, 5 000 $. Office d'habitation Centre du Québec, 2 000 $. Orchestre Symphonetta, 4 275 $. Pacte Bois-Franc Équijustice, 5 000 $. Parrainage civique des Bois-Francs, 3 250 $. Patinage artistique, patinage Victoriaville, 2 850 $. Répit jeunesse, 95 000 $. Sécurité alimentaire, 40 200 $. Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, 34 200 $. Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca, 1 920 $. Trait d'union de Victoriaville, Maison des jeunes, 33 000 $. Et troupe Quad-Plat, je m'excuse, 4 275 $. On voit que le comité de loisirs culture a été très actif au cours des derniers temps. Là, je fais un petit peu de temps pour que je puisse prendre une autre gorgée d'eau. Entre-temps, je vais aller de mon côté droit pour savoir qui propose. Olivier Bergeron propose et Alexandre Côté va seconder. Là, je prends encore mon temps pour croiser un peu son souffle. Au point maintenant, toujours au niveau du comité loisirs culture développement des communautés, on a une demande d'aide financière à l'événement. Donc, c'est le club de basketball Les Astéries pour le tournoi masculin pour 5 000 $ par année pour 2026, 2027 et 2028. Le club de gymnastique des Bois-Francs pour la qualification provinciale gymnastique artistique féminine 2026 pour 7 000 $. Le comité organisateur du concours solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec pour 20 000 $ pour 2026. Et la troupe, je vais apprendre à le dire, Capla. Merci. Donc, pour le Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville, 3 000 $ par année pour 2026 à 2028. Je comprends que Jean-François propose. Et Daniel, allez, nos deux experts à la chose. Maintenant, au niveau des règlements d'emprunt, on a le point 6.4.1. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer les travaux pour l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue Julie, ainsi que les travaux de l'îlot central et du dépôt de projet de règlement 1645-2026. C'est un avis
un élu qui donne un avis de motion là-dessus, c'est ça? Oui, mais je peux donner une petite explication. Là. Oui. Donc, il s'agit d'un règlement décrétant un emprunt, une dépense et un emprunt de 93 518 $ en vue des travaux pour l'épandage, comme il a été mentionné. Les propriétaires qui bénéficient des travaux peuvent venir signer un registre pour demander un référendum sur ce projet le lundi 20 avril prochain de 9h à 19h. Je comprends que Alexandre... D'autant plus dans mon secteur électoral. Bon, c'est maintenant fait. Chose faite. Merci. Maintenant, au niveau du point 7, on tombe dans la gestion contractuelle. 7.1, fourniture d'arbres pour les besoins annuels récurrents de plantation pour l'année 2026. Donc, il s'agit d'accorder les contrats en vue de la fourniture d'arbres pour la plantation 2026 pour les différents lots de la façon suivante. Donc, le lot 1, à l'entreprise 2321-2392 Québec Inc., la pépinière Yvon Auclair et Fils, au prix unitaire soumis pour un montant total de 46 050 $ taxes non incluses. Le lot 2 à la même entreprise, au prix unitaire soumis pour un montant total de 73 920 $ taxes non incluses. Le lot 3 pour pépinière Rougemont, au prix unitaire soumis pour un montant de 3 425 $ taxes non incluses. Et le lot 4 à la pépinière du Versant au prix unitaire soumis pour un montant total de 7 000 $ taxes non incluses, le tout selon les termes et conditions du devis d'appel d'offres. Donc, Chantal Moreau propose la fourniture d'arbres et Christian Reyes va seconder. Maintenant, on passe des arbres au béton. Fourniture et pose de béton bitumineux pour intervention mécanique pour l'année 2026. Donc, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de Groupe Colas Québec, Smith Asphalt et Pavage Veilleux. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de Pavage Veilleux. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat concernant la fourniture et la pose de béton bitumineux pour l'année 2026 à Pavage Veilleux pour un montant de 211 545 taxes non incluses. Olivier propose, oui, elle aura ça. Et Caroline Pilon, seconde. Point 7.3. Oui, vu de même. C'est vrai. 7.3, acquisition d'un camion multifonctionnel électrique. Ça, c'est un beau dossier, ça. On en est fiers. Donc, il s'agit d'autoriser l'entreprise Excellence Peterbilt à déposer une demande de subvention de 100 000 $ au nom de la Ville dans le cadre du programme fédéral d'incitatif pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission de Transport Canada. De plus, il y a lieu d'autoriser la Ville à déposer une demande de subvention de 100 000 $ dans le cadre du programme provincial éco-camionnage du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de la Mobilité durable, subvention qui sera cédée à l'entreprise qui nous vend le camion dans le cadre de la fourniture du dit véhicule. Finalement, il y a lieu de procéder à l'acquisition de gré à gré du camion multifonctionnel électrique auprès de l'entreprise pour un montant total de 821 516 $ taxes non incluses, auxquelles s'ajoutent les taxes et en excluant les subventions à obtenir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur de ce côté-ci? Yannick Fréchette propose et Christian Hayes va seconder. Un magnifique camion, en fait, qui va nous permettre de faire des gains, en tout cas, appréciables, mais tout en respectant notre émission de GES. Point 7.4, octroi de contrat en vue des services d'un électricien pour l'installation de panneaux lumineux d'ailes pour plafond dans divers bâtiments municipaux. Donc, suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de 3105 46 95 Québec Inc., Groupe Copper et de JBM Électrique. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de JBM Électrique. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat à cette entreprise pour un montant de 89 060 $, taxes non incluses. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron seconde. Maintenant, au point 7.5, octroi de contrat pour les travaux d'aqueduc, d'égouts, des voiries pour les rues Victoria et Marchand. Donc, suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de Groupe SW, Giroux et Lessard, Excavation Tourigny, Arca Excavation, Les Constructions de l'Amiante, Groupe Gagné Construction, EMP Inc. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de EMP Inc. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat à cette entreprise au montant de 2 582 761 et 53, taxes non incluses.
Jean-François, ouais, tout ça concerné. Jean-François Lépine propose et Daniel, j'ai vu ton Daniel Comtois va seconder. Rue Victoria qui en a bien besoin. Mais en passant, c'est ma rue de naissance, la rue Victoria. Quand j'étais tout petit. Point 7.6, octroi de contrat pour la réalisation d'un orthophoto numérique aérien couleur pour les données LIDAR et de services de cartographie. Suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de IGF Axiom, Géolocalisation SPRCP et de Xeox Imagerie. La plupart des soumissions étant conformes, soit celle de Xeox Imagerie. C'est pas comme ça, c'est Xeos Imagerie. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat à cette entreprise au montant de 79 530 taxes non incluses. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron va seconder. Point 7.7, octroi de contrat pour les travaux de mise à niveau électrique et de la mécanique des 5 puits d'Arthabasca. Donc, suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de Filtrum, Construction d'Éric, Nord-Mec Construction, Cité Construction TM, Turcotte, Lessard et de Mers Mécanique de procédés, Pompe Villemer. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de Pompe Villemer. Il y a donc lieu de leur octroyer le contrat au montant de 781 418 taxes non incluses. Je vais proposer, Yannick Fréchette propose et Daniel Comtois va seconder. On vous l'avait dit que c'était un peu plus long ce soir. Il y a beaucoup de... Encore une fois, je donne un petit peu d'air à Mme la greffière qui va prendre un petit coup d'eau aussi. Merci. Point 7.8, octroi du volet 4 du contrat de service professionnel d'ingénierie en vue de la mise à niveau des 5 puits d'Arthabasca. Donc, lors de la séance ordinaire du 2 juillet 2024, la Ville a octroyé à la firme Pluritech les volets 1, 2 et 3 de ce contrat. Il y a maintenant lieu d'autoriser la réalisation du volet 4 pour un montant de 51 755 $, taxes non incluses. Olivier Bergeron propose. Mariska Labarre, seconde. 7.9, octroi de contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude de circulation du secteur de la rue de Bigarré. Donc, suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de Artelia Canada, CIMA, Pluritech, WSP Canada. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de WSP Canada. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat à cette entreprise pour un montant de 104 300 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette propose et Chantal Moreau va seconder. 7.10, octroi des volets 3 et 4 du contrat de service professionnel d'ingénierie en vue de la réalisation de travaux d'aqueduc, d'égouts et de voiries sur les rues Victoria et Marchand. Donc, lors de la séance ordinaire du 3 septembre 2024, la Ville a octroyé à la firme Pluritech les volets 1 et 2 de ce contrat. Il y a lieu maintenant d'autoriser la réalisation des volets 3 et 4 pour un montant total de 179 222 et 20 taxes non incluses. Julie Bergeron propose et Caroline Pilon seconde. Maintenant, on passe au point 8, c'est-à-dire au point 9, règlements généraux. On a un avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement numéro 1445-2022 relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal et dépôt du projet de règlement numéro 1644-2026. Donc, il s'agit d'un nouveau code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal qui remplacera celui adopté le 9 février 2022. Ce code énonce les principales valeurs devant guider les élus de la Ville en matière d'éthique, les règles de déontologie auxquelles ils adhèrent, ainsi que les sanctions auxquelles ils s'exposent en agissant en contravention de ces règles. La majorité des règles édictées sont obligatoires en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Les principaux ajouts sont les suivants, soit une disposition concernant les avantages reçus à l'occasion d'événements auxquels participent les élus, une référence au règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité pour la prévention des conflits d'intérêts, un ajout de l'interdiction d'ingérence qui est encadrée par le directeur général, un ajout de la confidentialité des opinions émises lors des séances qui ne sont pas publiques et un rappel de la possibilité pour un élu de demander un avis préventif à un conseiller à l'éthique. Comme sur l'avis de motion, ça prend quelqu'un qui l'énonce ou... Je viens de le faire à la place. C'est toi? OK, oui. parfait. C'est un avis de motion. L'avis de motion. OK. On tombe maintenant dans le dossier de l'urbaine. Donc, c'est Caroline qui a donné l'avis de motion. Ah, excuse. Tu l'as donné? OK, je pensais que c'était toi, tu disais. Non, mais je l'ai expliqué. C'est bon, c'est bon. Petit guidou. Merci, Caroline. Plaisir. On va s'y faire. On est encore dans notre lune de miel.
Ça en a fait quand même pas mal de petits cossins. Merci d'être là, parce que sinon, on serait vraiment perdu. Dérogation mineure maintenant. 10.1.1. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 401-571 boulevard Jutra-Est. Donc, si ça vous va, on les adoptera en bloc. Oui, c'est vrai. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle, des personnes sont dans la salle pour les dérogations mineures? Non? Donc, c'est ça. On va les faire en bloc. Parfait. Donc, pour le point que vous venez d'énoncer, il s'agit d'accorder la dérogation mineure pour permettre l'aménagement d'un accès pour un service à l'auto à une distance de 0 mètre d'une ligne de terrain aux conditions suivantes. Que le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction. Que tout changement aux élévations ou à l'architecture des bâtiments devant être soumis au CCU en fonction du règlement ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable et que tout changement au plan d'implantation qui aurait pour effet d'ajouter des éléments dérogatoires à la réglementation d'urbanisme devra être soumis au CCU en fonction du règlement applicable. D'accord. Pour l'immeuble situé au 760 rue Notre-Dame-Est, il s'agit d'accorder les dérogations mineures concernant l'implantation d'une aire de stationnement. Pour le 775 et 775A boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit d'accorder les dérogations mineures pour l'immeuble situé au 675 boulevard des Bois-Francs-Sud pour les marges latérales, le stationnement et l'accès véhiculaire, et pour l'immeuble situé au 675A pour les conteneurs à déchets et le stationnement et l'accès véhiculaire. Aux conditions suivantes, soit de préserver la haie de cèdre sur la marge arrière et celle de la marge latérale gauche, et le certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction. Pour le 315 rue Victoria, il s'agit d'accorder les dérogations mineures pour l'aire de circulation et l'allée de circulation, conditionnellement à ce qu'un arbre à grand déploiement soit planté en façade avant du bâtiment. Pour le 615 rue Cartier, il s'agit d'accorder la dérogation mineure pour l'implantation d'un garage attaché, conditionnellement à ce que l'agrandissement de la partie habitable du bâtiment principal soit construit avant ou au même moment que la construction du garage, selon le plan d'implantation fourni à la présente demande. Donc, on va accepter ça en bloc. Est-ce que Chantal Moreau va proposer le tout et je crois que Christian Hayes va seconder. Donc, est-ce qu'on procède la même chose, Madame la greffière, pour les plans, les PIA? Oui. On a quelques-uns quand même, je pense. Oui. Donc, pour les PIA, il s'agit d'accorder les demandes suivantes. Pour le 36 rue Perrault pour de nouvelles enseignes, le 215 à 219 rue Notre-Dame-Ouest pour le revêtement extérieur, pour le 19 rue de Coursol pour le revêtement extérieur, le 1071 rue Notre-Dame-Ouest pour la modification à l'architecture et à l'aire de stationnement, pour le 17 rue Romulus et 7 rue Fabiola pour la construction d'un immeuble de 19 logements sur 3 étages, pour le 401 à 571 boulevard Jutra-Est pour un immeuble commercial et aménagement d'un service à l'auto, le 527 et 531 rang No pour la construction de 4 immeubles de 3 étages composés de 7 logements, le 315 rue Victoria pour l'ajout d'un logement et aménagement de l'aire de stationnement, le 675 et 675A boulevard des Bois-Francs-Sud, construction de 2 immeubles sur 3 étages composés de 6 logements et aménagement du stationnement. Proposeur, Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron seconde. 2 experts en la matière. Maintenant, on va passer au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble affectueusement appelé le PPC-moi. Donc, le premier, 10.3.1, adoption du projet de résolution PPC-moi 2026-07 concernant l'immeuble situé au numéro 226 rue Catherine. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement d'un stationnement dont l'implantation est dérogatoire. L'Assemblée publique de consultation aura lieu pour ce projet le lundi 30 mars 2026. Proposeur Jean-François et Daniel Comtois, seconde. 10.3.2, adoption, toujours dans le PPC-moi, adoption du projet de résolution PPC-moi 2026-08 concernant l'immeuble situé au 494 rue de Bigarry. C'est un projet qui consiste à autoriser la régularisation d'une remise dont l'implantation est dérogatoire. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars 2026.
proposeur Marie-Scott Labarre et Olivier Bergeron, seconde. Point 10.3.3, toujours dans le PPCMA, adoption du second projet de résolution PPCMA 2026-01 concernant l'immeuble situé au numéro 158-162 de la rue Désirée. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'ajout d'une unité de logement portant le nombre total à 4 unités de logement, dont le nombre de logements, l'implantation et l'aménagement du stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 9 mars 2026, le second projet de résolution est adopté sans changement et un avis public s'adressant aux personnes intéressées par ce projet sera publié sur le site Internet de la Ville à compter du 18 mars prochain. Proposeur Yannick Fréchette et Jean-François Lépine, seconde. 10.3.5, adoption d'un second projet de résolution PPCMA 2026-03 concernant l'immeuble situé au numéro 277-280 avenue Pidis. C'est un projet qui consiste à autoriser un usage entreprise de remorquage sans fourrière qui n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 9 mars 2026, le second projet de résolution est adopté sans changement et un avis public s'adressant aux personnes intéressées par ce projet sera publié sur le site Internet de la Ville à compter du 18 mars prochain. Yannick voyons. Je te trompe de Yannick tout le temps. Yannick Poisson qui propose et Alexandre Côté, seconde. 10.3.6, adoption du second projet de résolution PPCMA 2026-04 concernant l'immeuble situé au numéro 9 rue Dubois. C'est un projet qui consiste à autoriser un usage centre d'hébergement de données numériques qui n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 9 mars 2026, le second projet de résolution est adopté sans changement et un avis public s'adressant aux personnes intéressées par ce projet sera publié sur le site Internet de la Ville à compter du 18 mars prochain. C'est un proposeur à ma gauche, Yannick Fréchette, à ce coup-là, et Christian Raïs, second. Adoption du second projet de résolution PPCMA 2026-05 concernant l'immeuble situé au numéro 55 rue Honoré. C'est un projet qui consiste à autoriser une remise dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 9 mars 2026, le second projet de résolution est adopté sans changement et un avis public s'adressant aux personnes intéressées par ce projet sera publié sur le site Internet de la Ville à compter du 18 mars prochain. Yannick Poisson, ce coup-là. Alexandre Côté. Maintenant, on passe au projet particulier d'habitation, les PPH. Donc, 10.4.1, adoption du projet de résolution PPH 2026-02 concernant les immeubles situés au numéro 527 et 531 Durand-No. C'est un projet qui consiste à autoriser la subdivision cadastrale et la construction de 4 logements de 4 immeubles de 7 logements, dont le lotissement, l'implantation des bâtiments, l'aménagement du terrain et de l'aire de stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars 2026. Proposeur, Daniel Comtois propose. Et Jean-François va seconder. Maintenant, 10.4.2, adoption de la résolution PPH 2026-01 concernant les immeubles situés au numéro 7 et 13 rue de l'Entente et 81-87 rue de la Joie. Donc, il s'agit d'autoriser la construction de 4 immeubles d'habitation multifamiliales dont le lotissement, l'implantation des bâtiments, l'aménagement du terrain et de l'aire de stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 9 mars 2026, la résolution est adoptée. Proposeur, il y a Olivier Bergeron et Caroline Pilon va seconder. Maintenant, ça, c'est des cas qui, dans le fond, qu'on devait statuer il y a quelques temps. Adoption de résolution PPH 2025-03 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 11 rue Gabriel. Bien, en fait, c'est les trois, pour les 3 projets, Exact. c'est la même chose, donc on pourrait les faire en bloc. C'est sûr. Si ça vous va. Donc, pour le 11 rue Gabriel, le 13 rue Gabriel et le 181 rue de l'Abbé-du-Guay, il s'agit de mettre fin au processus. D'accord. J'ai Daniel Comtois qui propose et Chantal Moreau qui seconde. Maintenant, on est rendu au niveau des règlements d'urbanisme cette fois-là. Pour un avis de motion à être donné au point 10.6.1, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et du dépôt de projet de règlement numéro 1647-2026.
Donc, il s'agit de modifier les dispositions applicables pour certains types de constructions et de bâtiments accessoires pour les propriétés situées à l'intersection de deux rues, communément appelées lot d'angle ou lot de coin. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars 2026. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Moreau. Adoption au point 10.6.2 du projet de règlement numéro 1647-26 modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, ça va être l'avis de motion précédemment mentionné, donc j'ai rien à ajouter. D'accord. Ça prend un vote quand même. Oui. Okay. Olivier Bergeron, puis Caroline Pilon va seconder. Maintenant, au point 11, lâchez pas au public, ça continue, ça va bien. On a encore un petit bout. Prenez un petit coup d'eau, Madame la greffière. Au niveau du point 11.1, les transports, 11.1.1, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement hivernal sur une partie de la rue de l'Ermitage. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement hivernal entre le 1er décembre et le 1er avril, côté sud, entre la rue Albert et l'entrée ouest du stationnement de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte et autoriser l'installation des panneaux de signalisation appropriés. Marie Scalabard propose et Yannick Poisson, on va seconder. 11.1.2, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement hivernal sur une partie de la rue Buteau. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement hivernal entre le 1er décembre et le 1er avril, côté pair, sur une distance de 63 mètres à partir des intersections de la rue Alice et autoriser l'installation des panneaux de signalisation appropriés. Proposeur Daniel Comtois propose et Chantal Moreau va seconder. 11.1.3, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Antoinette. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur tout le côté pair en tout temps et autoriser l'installation des panneaux. Marie Scalabard propose et Caroline Pilon va seconder. 11.1.4, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement hivernal sur une partie de la rue Laurier-Est. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement entre le 1er décembre et le 1er avril du côté est sur une distance d'environ 11 mètres vis-à-vis la rue Martin. Jean-François Lépine propose et Christian Raïs va seconder. 11.1.5, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de l'avenue P10. Il s'agit d'interdire sur une partie de l'avenue P10 du côté est en tout temps entre les rues des Chalets et des Berges. Yannick Poisson propose, dans son petit coin, ça. Et Olivier Bergeron va seconder. 11.1.6, recommandation du comité des transports visant à aménager une case de stationnement pour les personnes à mobilité réduite dans le stationnement de la rue Perrault. Donc, il s'agit de la 9e et de la 10e case à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste, le long du bâtiment, seront convertis en une case de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Et la case pour les personnes à mobilité réduite près de la rue Victoria sera convertie en une case régulière. Chantal Moreau propose, Yannick Fréchette va seconder. 11.1.7, recommandation du comité des transports visant à créer des zones de débarcadère pour les autobus près de l'école P10 sur les rues Sainte-Victoire et du Parc. Donc, il s'agit sur la rue Sainte-Victoire que le débarcadère s'étend du côté sud sur environ 19 mètres à l'ouest à partir de la branche ouest de l'entrée en U. Sur la rue du Parc, le débarcadère s'étend du côté ouest sur environ 76 mètres entre les rues Sainte-Victoire et Boutet. Olivier Bergeron propose et Mariska Labarre va seconder. Comme vous pouvez le constater, nos comités sont très actifs. Il y a beaucoup de demandes. Les gens travaillent fort. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, on a beaucoup de demandes. Et ça va bien de ce côté-là. Maintenant, au niveau des événements, point 11.3, on a le point 11.3.1 qui consiste, dans le fond, à une demande d'autorisation de déposer une demande de permis de réunion. Donc, il s'agit de désigner Marie-Michelle Caron, coordonnatrice loisirs et animation, à agir à titre de personne ressource dûment autorisée auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Depuis, il y a lieu d'autoriser le dépôt de toute demande de permis de réunion pour les festivités organisées les 23 juin 2026, 1er juillet 2026 et 6 septembre 2026. Si je comprends bien, dans le fond, c'est qu'on s'autorise nous-mêmes une... Vous devez autoriser un employé à faire ces la demandes. job, c'est ça, OK, c'est correct. Comme quoi, on est assujetti aux mêmes règles que les autres, comme municipalité.
Point 11.4, fermeture de rue. Demande d'autorisation d'événements, des fermetures. On n'a pas fait de vote. Ah, excuse-moi, oui, je On a t'en ai fait oublié. Ah, ben Daniel s'empresse de faire la chose. Merci de me rappeler à l'ordre, Mme la greffière. Et Jean-François va seconder. Encore une fois, les experts en la matière. Je reviens à ma fermeture de rue. Demande d'autorisation d'événements et de fermeture de rue dans le cadre de l'événement Causerie. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre les rues de Vigaré et Perrault en vue de la tenue de l'événement Causerie organisé au centre-ville par l'organisme Rock la Cause le samedi 9 mai 2026 entre 9h et 23h. Je dois signaler mon intérêt dans ce dossier. Je n'ai pas participé aux discussions. Ça a été court, j'imagine, mais je n'étais pas là. C'est tout à fait en règle avec l'éthique code qu'on parlait un d'éthique, petit peu plus tôt tout à fait. lors de la réunion. Donc, ça prendrait M. Côté propose, Alexandre, et Olivier Bergeron va seconder. Merci d'avoir signalé votre implication. 11.4.2, fermeture de rue au centre-ville dans le cadre de 2 ventes trottoirs. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre la rue de Vigaré et le boulevard des Bois-Francs-Nord en vue de la tenue des ventes trottoirs organisées au centre-ville par la Société de développement commercial de Victoriaville du jeudi 18 juin 5h30 le matin au samedi 20 juin 2026 à 19h30, ainsi que du jeudi 13 août à 5h30 le matin au samedi 15 août 2026 à 19h30. J'imagine que M. Lépine, vous êtes d'accord avec ça? Donc, vous proposez. Chantal Moreau va seconder. Au niveau des affaires juridiques, maintenant, au point 12.1, renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec, le NPQ. Donc, il s'agit d'entériner la signature du renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 par François Moisan, capitaine à la formation et gestionnaire du Centre régional de formation des pompiers de Victoriaville. Yannick Poisson propose et Mariska Labarre va seconder. 12.2, entendre intervenir pour l'aide au fonctionnement du service d'intervention d'urgence civile du Québec, le plus communément appelé le CIUC. Donc, il s'agit d'approuver l'entente d'aide au fonctionnement relative à l'équipe d'intervention d'urgence de la MRC d'Arthabasca à intervenir entre la Ville et le CIUC aux conditions énoncées à la dite entente. De plus, il est résolu d'autoriser Patrick Davidson, directeur du service de sécurité incendie, et Jean-François Béliveau, directeur du service du loisir, de la culture et du développement des communautés, à signer pour et au nom de la Ville l'entente. Je suis placé là au nom de la Ville. J'aime autant déclarer mon intérêt puisque j'agis en tant que président du CIUC. D'accord. C'est bien reçu, M. Poisson. Et Chantal Moreau propose et Yannick Fréchette va seconder le point 12.2. Maintenant, 12.3, entente tripartite à intervenir entre la Corporation Sport Québec et le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec hiver 2028. Donc, il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Corporation Sport Québec, la Ville et le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec concernant l'organisation de la 62e finale des Jeux du Québec hiver 2028 à Victoriaville. Proposeur, Yannick Poisson et Olivier Bergeron. 12.4, oui, on est bien là. Entente bipartite à intervenir avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec hiver 2028. Donc, c'est d'approuver le protocole d'entente à intervenir qui concerne la même chose que le sujet précédent, l'organisation de la 62e finale des Jeux du Québec à l'hiver 2028 à Victoriaville et d'autoriser la modification de l'utilisation de l'excédent affecté pour l'année 2026 à 269 600 $. Chantal Moreau propose et Christian Raïs va seconder. Maintenant, au point 12.5, addenda au contrat de gestion de plateau intervenir avec la Corporation récréative de Victoriaville. Il s'agit d'approuver l'addenda au contrat de gestion de plateau à intervenir afin d'ajouter une entente de service de comptabilité fournie par la Ville à la CRV. Mariska Labarre propose et Olivier Bergeron va seconder. Point 12.6, beau à intervenir avec divers organismes dans le cadre de l'utilisation des locaux administratifs et d'entreposage occupés en exclusivité par les 10 organismes. Donc, je vais vous les lister, soit l'Association de hockey mineur de Victoriaville au pavillon Jean-Béliveau et Colisée des Jardins, l'Association sportive Le Laurier de Victoriaville pour le pavillon de service du terrain de soccer du parc Monseigneur-Milot, le club de biathlon des Bois-Francs pour le pavillon de service du terrain de soccer du parc Monseigneur-Milot, le club de patinage de vitesse au pavillon Jean-Béliveau, le club de soccer Optimum de Victoriaville pour le pavillon de service du terrain de soccer du parc Monseigneur-Milot,
l'ensemble Avant de Victoriaville pour l'église Notre-Dame de l'Assomption, le Festival de blues de Victoriaville Rock la cause pour le pavillon de la Société d'agriculture des Bois-Francs, Harmonie d'Acapo et Pio Mosso pour l'église Notre-Dame de l'Assomption, la balade gourmande au pavillon de la Société d'agriculture des Bois-Francs, patinage Victoriaville pour le pavillon de la Société d'agriculture des Bois-Francs, production plateforme du Festival de musique actuelle pavillon de la Société d'agriculture des Bois-Francs et la troupe, je vais te laisser le dire. Kaplan. Kaplan. Merci, ça ne me rentre pas dans... Merci. Église Notre-Dame de l'Assomption. On dirait que chaque pause, il y a tout un contexte. Je n'ai pas participé aux négociations en lien avec le bail de Rock la cause, puis j'ai signalé mon intérêt. Un gars impliqué, c'est ça qui arrive. Il faut se déclarer, comme on dit. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Yannick Fréchette et Daniel Comtois va seconder. Merci, M. Poisson, d'avoir déclaré. 12.7, projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au numéro 2931 de la rue Laurier-Ouest. Donc, suite à la vente, à l'enchère publique du 21 novembre 2024, dans le cadre du processus de vente pour taxe, l'acheteur de l'immeuble a le droit de demander un acte de vente à la Ville après 1 an de la vente à l'enchère. Donc, il s'agit d'en autoriser la signature. Alexandre Côté propose et Olivier Bergeron va seconder. On en serait rendu aux affaires nouvelles. Donc oui, c'est un avis de motion à être donné d'un règlement abrogeant le règlement numéro 1601-2024 imposant une redevance réglementaire pour promouvoir la protection de la canopée et pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer la plantation d'arbres, la mise en place de mesures visant la plantation d'arbres et la sensibilisation de la population à l'importance de la canopée et dépôt du projet de règlement 1649-2026. Est-ce que j'ai... D'accord. Merci. En fait, je ne sais pas si vous voulez donner une explication. Ou... Ou bien, peut-être, oui. Ben, en fait, j'en ai pas noté, là, mais en fait, c'est l'abrogation du règlement sur la canopée, celui pour les projets de construction. C'est ça. En date. On débute un processus. C'est ça. Donc, ça va être une avis de motion plus une adoption. Exact. Donc, dorénavant, quelqu'un qui veut construire, juste faire un petit rappel, qui veut construire une maison, peu importe, il n'y aura plus ce qu'on avait avant comme règlement. Quand il sera abrogé à la prochaine séance. Éventuellement. Oui. Ça va être le 7 avril de mémoire. En principe. De mémoire, en principe. J'ai aussi en 14, en fait, ça va être 14-2, j'avais M. Bergeron, Olivier, de son prénom, qui voulait intervenir aussi, faire une courte intervention. Bon, je prends le temps qu'il faut, finalement. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, ce soir, j'aimerais attirer votre attention vers le milieu communautaire. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, du 23 mars au 2 avril prochain, plusieurs organismes de notre territoire, mais pas seulement, aussi partout au Québec, seront en grève complète ou partielle. Ces grèves s'inscrivent dans le mouvement le communautaire à bout, qui revendique, entre autres, un financement suffisant pour leur mission, des conditions de travail décentes et une reconnaissance pleine et entière des organismes ainsi que leur rôle dans notre société. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le rôle ou l'importance du milieu communautaire dans nos communautés, voyez-le comme le dernier filet social, celui qui prend en charge les oubliés du filet social gouvernemental. Concrètement, je vais faire une belle liste, c'est des services en dépendance, en toxicomanie, en santé mentale, en santé physique, en action bénévole, en aide alimentaire et en dépannage, en immigration, en soutien aux proches aidants, en défense des droits et en justice, en employabilité, en développement durable, en habitation, en hébergement, en culture, en aide aux aînés, en conditions féminines et masculines, en service à la famille et à la petite enfance, aux jeunes, aux adolescents et finalement aussi aux personnes en situation de handicap, de déficience intellectuelle et physique. Je pourrais aussi défiler un grand nombre de statistiques sur le nombre croissant des visites chez les banques alimentaires, sur le fait que le milieu communautaire prend près du tiers des interventions en santé mentale, soit tout autant que notre grand ministère de la Santé, mais je vais me résumer à ces quelques exemples. Parce que, ironiquement, au Québec, travailler à sortir les gens de la précarité, ça nous y mène aussi souvent. J'aimerais donc au passage remercier, encore une fois, tous les employés et les bénévoles du milieu communautaire pour leur dévouement, leur sacrifice. Pour certains, vos services passent inaperçus. Pourtant, pour d'autres, vous changez des vies. Donc, j'aimerais vous remercier pour ça.
en espérant aussi que les différents partis politiques soient à l'écoute de vos revendications en cette année électorale. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite à aller voir la page Facebook Le Communautaire à Bout et la page Facebook de la CDCBF, pour connaître quels organismes de la région sont en grève sur notre territoire. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Olivier. Oui. J'aurais aussi Jean-François Lépine qui aurait... Suite à mon exemple de mon collègue Yannick Poisson, lorsqu'il y avait le point 6.3.5, l'énumération de tous les organismes, il y avait évidemment le cœur de lui, donc je voulais déclarer mon intérêt. Je n'ai pas fait partie de ces discussions lors du comité loisirs. D'accord, on va le noter. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaiteraient intervenir à ce moment-ci? Ça va tout le monde? Si on serait rendu à la période de questions à ce moment-ci, on a des questions qui nous ont été acheminées via le web, comme le veut la procédure, et aussi on va en avoir tantôt ici même sur place. Je laisserai quand même le soin à Mme la greffière Roy de signifier les procédures d'usage. Oui. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble dure 45 minutes. Enfin, nous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, on va débuter par les questions en ligne, soit Christine Vallée. Quel montant la Ville de Victoriaville a remis en subvention au festival Rock la Cause, comme l'an dernier, 50 000, ou plus, à justifier? Bien, merci pour la question, Mme Vallée. En fait, il faut juste mentionner tout d'abord qu'on a eu un changement au niveau des critères d'obtention des subventions au cours entre 2025 et 2026, ce qui a pour effet, dans le fond, de changer aussi naturellement les montants qu'on octroie là, dans différents dossiers, ce qui est le cas pour Rock la Cause. L'an passé, le montant était justement 50 000 en 2025. Puis cette année, comme les nouveaux critères s'appliquent, on a augmenté, dans le fond, en fonction de ces nouveaux critères-là, le montant de subvention, ce qui va être le cas aussi dans d'autres dossiers. Naturellement, ça peut être revu à la baisse, dépendamment des critères, comment ils sont établis maintenant. Mais pour 2026, Rock la Cause va avoir droit à une subvention de 162 562 $. Pour préciser, je n'ai pas participé aux discussions par rapport aux critères. Donc, ben, les critères sont plus généraux de toute façon, que c'est pas ça ne concerne pas juste Rock la Cause. Mais j'en ai même pas participé. Non, c'est ça. Puis en plus aussi, bien naturellement, tu n'étais pas dans les discussions. Nul besoin de le rappeler par rapport à l'octroi de la subvention à Rock la Cause. Deuxième question. Donc, Simon Labranche, pourquoi il y a une augmentation pour la taxe d'égout sur le compte de taxes? C'est une bonne question aussi pour M. Labranche. Merci beaucoup. En fait, c'est qu'on vient un petit peu réactualiser ou en tout cas changer, faire refléter de meilleure façon les coûts réels et les appliquer vraiment au principe d'utilisateur payeur. Si on regarde le compte de taxe global, généralement, il changera pas. Quand je parle de compte de taxe dans sa globalité. Là. Par contre, c'est vrai que l'assainissement des eaux est basé sur c'est-à-dire le coût des égouts va augmenter un petit peu en fonction de l'utilisation là, ou non là, des 10 égouts. Mais en général, la taxe d'assainissement des eaux est basée sur une valeur de la propriété. Elle va diminuer. Je ne sais pas si je suis clair à ce que je réponds. Mais en fait, il y a un et l'autre. Il y a une taxe d'assainissement des eaux sur votre compte de taxe. Vous allez voir, dans le fond, sur les lignes du compte de taxe. Puis il y en a un autre sur les égouts. Il y en a une qui va augmenter un petit peu au niveau de l'augmentation, c'est les égouts. Puis l'autre va diminuer un petit peu. Fait qu'au final, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une augmentation sur la question des égouts, mais va être en grande partie compensée par la baisse là, au niveau de la taxe d'assainissement des eaux basée sur la valeur des propriétés. J'ai-tu clair mon affaire? Oui, ça va. Ça va? Fait que ça répondrait dans le fond à la question de Madame ou de M. Labranche. Pardon. Donc, une question de Jean-Jacques Desfossés. Est-ce que la Ville peut intervenir auprès d'Hydro-Québec pour la coupe d'arbres qu'ils font? Juste pour revenir aussi, j'oubliais de mentionner aussi que
c'est vraiment basé, pour la question des égouts et l'assainissement, c'est vraiment basé sur, faut encourager, dans le fond, à une consommation plus responsable d'eau. C'est pour ça aussi qu'on l'a ramené comme ça, là. C'est un encouragement actif, là, mais au final, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Mais là, je reviens à l'autre question. Pourriez-vous la répéter, Mme Lagraffière? Est-ce que la Ville peut intervenir auprès d'Hydro-Québec pour la coupe d'arbres qu'ils font? Oui, bien, en fait, on n'a pas vraiment de pouvoir sur ce que Hydro fait. La seule chose qu'on peut, nous autres, c'est faire des représentations auprès de la société d'État. C'est vrai que dans le passé, il y a eu parfois des coupes qui sont relativement agressives, là. J'en ai vu dans mon coin moi-même où ce que je demeure. Puis donc, mais en fait, on n'a pas grand-chose. On les rencontre de façon à l'occasion. D'ailleurs, on va les rencontrer bientôt. On va encore une fois les sensibiliser sur ça, mais on n'a pas grand-chose qu'on puisse dire pour empêcher, dans le fond, les travaux d'élagage dans les emprises du réseau de distribution d'Hydro-Québec, malheureusement. C'est une société d'État qui est au-dessus un peu de nos têtes, puis on fait avec, malheureusement, à part que les sensibiliser, à être un peu moins, je dirais, drastique dans leur couple, là. Donc, une question de Michael Pépin-Fréchette. Est-ce possible d'avoir un règlement qui interdit le stationnement dans une cour privée à Victoriaville? Ce règlement mentionnerait que le remorquage est aux frais du propriétaire du véhicule. Malheureusement, M. Pépin-Fréchette, le règlement municipal actuel ne permet pas. En fait, nous, on peut intervenir dans nos stationnements. Je parle de la municipalité. On peut interdire des choses à l'intérieur de nos propres installations, mais on ne peut pas le faire pour des entreprises privées ou des particuliers. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Je dis malheureusement parce que souvent, cette dynamique-là ou cette problématique-là vient du fait qu'il y a des gens, dans le fond, qui ne sont pas toujours respectueux des stationnements d'autrui, vont se stationner de façon illégale, entre guillemets. Donc, ça l'occasionne cette problématique-là. Mais malheureusement, on ne peut pas rien y faire, nous, de notre côté. Une autre question de Sébastien Delisle. Si ce n'est pas déjà dans les projets de la Ville, serait-il possible d'évaluer la faisabilité à court terme de rejoindre l'accès au quartier colonial lors du prolongement de la piste cyclable prévue à l'été 2026? On a déjà un beau projet de fait en 2025, la piste cyclable du côté du boulevard Jutra. Je pense que c'est une belle réalisation, parce qu'on a eu des très bons commentaires, en tout cas très utilisés aussi. Maintenant, on est rendu à l'étape de l'été 2026. Le projet va débuter. Par contre, en ce qui a trait au prolongement de la piste cyclable vers le quartier colonial, c'est pas prévu à court terme. Il y a quand même des gros enjeux à l'intérieur de ça, des enjeux de coûts, des enjeux aussi je dirais, d'infrastructure et aussi de sécurité qui ne sont pas adressés pour l'instant, pour le moment, mais on va le regarder à plus moyen long terme, une capacité financière aussi à réaliser le tout, là. Fait qu'il y a différents enjeux. Donc, pour répondre à la question plus concrètement, oui, on l'envisage éventuellement, possiblement, mais il va falloir quand même être très, très, je dirais, méticuleux dans l'approche qu'on va faire, dans les études préalables qu'on va faire pour être sûr qu'on fasse, dans le fond, les choses correctement à ce niveau-là. Ce qui va se faire naturellement pour 2026, pour la portion qu'on a envisagée pour 2026. Donc, finalement, une dernière question de Marilyn Dumont. Combien l'étude Canopée a coûté aux citoyens à réaliser? Combien l'étude Canopée a coûté aux citoyens et combien elle coûtera à gérer annuellement? On a regardé, dans le fond, avec les équipes au niveau du service administratif chez nous pour répondre de façon correcte et très précise à Mme Dumont. Si on reprend les chiffres, c'est pas des sommes faramineuses, mais en 2023, il y a eu 6 243 $ et 43 sous, pour être exact. En 2024, 3 376 et 44 sous. Et en 2025, 7 835 et 19. Comme vous le savez maintenant, la mesure ne reviendra pas, le fait qu'il n'y aura pas nécessairement de coûts annuels là, qui vont survenir par la suite. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a certains coûts qui sont amortis, dans le sens qu'il y a par exemple, quand on fait des études avec les LIDAR, il y a une portion qui sert aux activités courantes de la ville. Fait que là, ce qu'on a dégagé, nous, c'est vraiment ce qui était vraiment propre au dossier de la canopée, les montants qui sont là. Donc, voilà la réponse à la question, Mme Dumont. Donc, on serait rendu aux questions des gens dans la salle. Donc, Sophie Harvey, concernant le rôle des élus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais fait une petite introduction cute, là, mais je pense qu'on n'a pas une tonne de temps. Fait que je vais couper ce cours. Ça va l'air un peu plus sec, par exemple. C'est pour ça qu'on de 3 minutes, je pense. Oui, c'est ça. À la séance du Conseil du 2 février dernier, Monsieur le maire, vous avez répondu à Monsieur Labrosse
au sujet du centre de congrès en déclarant, je vous cite, « Je suppose que vous nous élisez et que vous nous faites confiance pour faire de beaux projets, fait que c'est clair, si ça fait pas l'affaire, ben dans 4 ans, on se reparlera là. » Ça sonnait drôle dans mes oreilles, parce que votre rôle, c'est de nous représenter. Alors, dans ce contexte, je souhaite vous poser 3 questions super rapides. Maintenez-vous votre affirmation du 2 février qui peut laisser entendre que votre élection vous conférerait une latitude complète? Ben, je n'ai pas à mon souvenir ce que j'avais dit à M. Chandonnet, mais merci de me le rappeler. Mais non, c'est sûr que non. On prend des décisions, nous autres, au meilleur, comme je disais tantôt, au meilleur, dans le fond, de ce qui nous est présenté. C'est clair qu'on ne peut pas non plus aller en consultation sur tous les gestes et je dirais, analyse de dossier qu'on fait. Sinon, on ne s'en sortirait pas. On serait encore en train d'étudier puis consulter pendant des temps. Moi, je suis un gars très consultatif. Je suis à l'écoute. J'ai envie vraiment sur des dossiers majeurs, de bien faire les choses. Mais en même temps, il faut vous compreniez qu'on a des décisions à prendre au jour le jour. Puis il faut les prendre, puis au meilleur de nos connaissances. Je pense que c'est pour ça qu'on est élus, les conseillers moi-même. Puis on les prend. Par contre, dans certains dossiers qui sont où il risque d'avoir, dans le fond, moins d'acceptabilité sociale, ou ce qui risque, dans le fond, d'avoir des enjeux très particuliers, on va consulter, c'est bien sûr, selon les méthodes qu'on fait habituellement avec le PPH, le PPC-moi, mais aussi dans d'autres types de consultations. Le dossier de la canopée, je pense que ça en a fait preuve. On a écouté les gens, puis on a dit que le moyen n'était peut-être pas le meilleur. On a revu la chose, puis on a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là, tout en restant ferme sur l'objectif. Oui. Je vais faire un segue là-dessus. Compte tenu des dossiers récents tels que la sablière, la taxe de l'arbre, évidemment, le développement du Mort-Tabasca et l'achat du centre de congrès, allez-vous vous engager à consulter de manière véritable et transparente la population avant de prendre des décisions sur les enjeux majeurs et pas seulement dans les conseils de district? Vous parlez du dossier du centre de congrès? Je parle dans les futurs gros dossiers pour lesquels, vous voyez, on a eu beaucoup de gros dossiers puis on n'a pas été consulté. Donc, je demande pour l'avenir, quand il y aura de gros dossiers comme ça, qu'on soit consulté systématiquement. Qu'est-ce que vous entendez par gros dossier? Bien, on parle du boisé colonial. Là, je vous ai parlé de la sablière, du Mort-Tabasca. Le Mort-Tabasca, c'est peut-être pas fini. Notre implication dans les Jeux du Québec, ça aurait pu être consulté aussi. Là, je ne peux pas parler pour le passé. Non, je ne parle pas pour le passé. Je parle pour l'avenir, mais je vous donne des exemples de gros projets. OK. Fait que ce serait ça. Oui, bien, je pense que oui, effectivement, de ce genre de dossier-là, on peut sûrement regarder ce qu'on peut faire, mais il y a des beaux dossiers qui s'en viennent, effectivement. On va sûrement prendre le temps de regarder qu'est-ce qui mérite justement d'être un gros dossier ou pas un gros dossier. Comme vous prenez, c'est un peu subjectif aussi. Oui. Mais pour le dossier je vous rappelle que le centre de congrès, puisque vous l'avez abordé d'entrée de jeu, bien, ça avait déjà été décidé qu'on l'achetait il y a quand même quelques temps. Oui. Maintenant, comment on le fait, ça, c'est une autre histoire. Là, il y a c'est à l'étude actuellement. Là. Quel va être le meilleur véhicule, dans le fond, pour faire l'acquisition en tant que telle, puis au meilleur, dans le fond, et de la ville de Victoriaville, ses citoyens, et aussi, naturellement, du promoteur qui met beaucoup d'argent à l'intérieur du projet aussi. Là, vous lisez dans mes pensées, la troisième partie. Pouvez-vous vous engager, si l'achat n'est pas fait, à faire une étude de marché avant la décision d'achat concernant le centre de congrès? Si c'est déjà acheté, vous engagez-vous à ajouter un mécanisme de reddition de compte? Les études ont toutes été faites, ça, je vous rassure. C'est sûr qu'on ne va pas à l'aveuglette dans un dossier de cette nature-là sans avoir pris naturellement aller chercher les informations préalables. C'est pour être sûr qu'on fait un bon coup là-dedans. Je peux vous dire que actuellement, au Québec, c'est généralement le type de transaction qui se fait là, pour assurer, dans le fond, je dirais, la pérennité des centres de congrès. Parce qu'il faut comprendre qu'un centre de congrès, c'est un centre de coût. Quand je dis un centre de coût, c'est un peu au même titre qu'une salle de spectacle ou comme un incubateur industriel, peu importe. T'sais, si les villes ne s'impliquent pas dans ce genre de dossier-là, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas parce que c'est pas rentable en tant que tel. Fait qu'il faut assurer, dans le fond, si on veut que ça fonctionne, ce genre de projet-là, il faut que la ville s'investisse. Si on veut assurer justement le succès de ce type d'opération-là. Il ne faut pas oublier qu'un centre de congrès, par essence, là, ce que ça vise à faire, c'est de faire des retombées économiques pour la région. C'est des retombées qui sont plus diffuses un peu. C'est moins direct que tant d'emplois ou tant d'investissement. Il faut comprendre que c'est des données
qui vont être de type combien de tournois on va accueillir, combien de restaurants vont bénéficier, dans le fond, du centre de congrès. Fait que c'est des données qui sont très diffuses, donc c'est pas toujours facile de quantifier la chose, mais on peut estimer, nous autres, qu'avec l'achat du centre de congrès, on va sûrement faire doubler les retombées économiques, touristiques pour notre territoire. Mais ça, c'est des chiffres à l'appui. Pour la question, est-ce que vous engagez à ajouter un mécanisme de reddition de compte? Est-ce que c'est... La reddition de compte, elle se fait comme habituellement pour les mécanismes de la ville. Là, il faut comprendre que le privé est impliqué là-dedans. Oui. Est-ce que ce sera public? Je suis pas sûr, parce que si, dans le fond, je ne sais pas ça va être quoi les mécanismes actuellement qui vont être mis de l'avant pour faire la transaction. Si on n'est pas encore rendu là, ce qui va arriver après, on pourra y revenir plus tard, mais c'est sûr que c'est certain que l'entreprise privée, on ne pourra pas toucher à ses affaires, c'est pas public. Là. Non, clairement. Mais la partie publique, la partie publique, le citoyen aura accès. On verra, mais comme je vous dis, ça dépend du mécanisme qu'on va mettre en place pour assurer le transfert du dossier puis l'achat en tant que tel. Là. Merci. Merci. Sylvie Lemelin, concernant le point 7.1. Peut-être que je peux vous le dire, monsieur le maire. 7.1, fourniture d'arbres pour les besoins annuels récurrents de plantation pour l'année 2026. Oui, bonsoir. Oui, en fait, j'aimerais ça avoir, c'est une petite facile, celle-là. J'aimerais ça avoir des explications sur ces arbres qui sont achetés, je ne sais plus exactement pour quel montant, là, il y avait comme plusieurs lots, pour les besoins annuels récurrents de plantation pour une année. Ce serait une belle occasion de dire aux gens, si jamais on passe encore à la TV, à quoi ça sert ces arbres-là? Ils s'en vont où? Ils sont utilisés comment? De façon à ce que tout le monde le sache. Alors, est-ce que c'est pour planter sur les terrains des gens? C'est pour les planter sur les terrains de la ville? À quoi ça sert? Je pense que c'est un peu de tout ça. Je ne sais pas, monsieur le Déjà, si vous pourriez m'aider là-dessus. En fait, c'est les plantations annuelles. Donc, vous savez que les arbres sont abattus. On a eu plusieurs agri-dufresnes et autres. Donc, sur des remplacements pour mettre sur nos terrains, particulièrement sur le territoire complet de la ville. Donc, on parle d'environ 6 000 arbres qui sont plantés annuellement par notre service des travaux publics. Mais on pourrait aller dans le détail, voir ce qu'il y en a qui sont donnés là-dedans ou quoi que ce soit. Mais bon an, mal an, le montant que vous voyez là, c'est pour à peu près 6 000 arbres, ce que vous voyez là. Okay. Et particulièrement sur les terrains de la ville. Il y a aussi ceux que vous faites tirer là, chaque année. Je crois qu'ils font partie de ceux-là, effectivement. Mais si ce fin détail-là, je pourrais vous le faire parvenir sans problème. OK. Non, c'était juste une belle occasion de parler de ce qui se fait de bien. Alors, c'est bien de planter des arbres. Si je peux me permettre en même temps d'étirer un peu le temps rapidement, 9.1, j'aimerais ça savoir la dite politique, en fait, le code d'éthique et de déontologie. Est-ce qu'on va pouvoir le lire en quelque part sur le site web, cette nouvelle version-là? Oui, effectivement. Ça va être disponible? Oui, ça va être disponible. Il peut être disponible dès maintenant. Ah oui? Bon, oui. D'accord. Merci. Est-ce que c'est sur le site? Oh, ben, je vais demander à ma technicienne de le mettre rapidement sur le site Internet. Oui. OK. Okay. Merci, Mme Lemay. Vous allez avoir l'information sur le site de la ville. Oui, donc c'est à moi. Excusez. Je pensais qu'il n'y avait plus. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Donc, Pascal. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, ma question est en lien avec les PPC mois du 494 rue de Bigarré. Vous avez dit tantôt que lundi, le 30 mars, la décision serait prise, dans le fond, au conseil. Je veux savoir, est-ce que c'est un conseil fermé, un conseil ouvert? C'est une consultation, le 30? Oui. C'est la consultation publique le 30 mars. Donc, c'est le moment pour les citoyens de venir s'exprimer pour dire, poser des questions sur le projet. C'est pas de décision. C'est vraiment pour écouter les citoyens. OK, mais la décision va être prise le 30 mars, pareil. Non. Dans le fond, la consultation publique, il y a un procès-verbal qui va être dressé avec les commentaires qui sont reçus par les gens, des citoyens qui viennent à la consultation publique pour dire c'est quoi leurs commentaires, comment ils voudraient que le projet soit changé, s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça. Nous, c'est tout consigné. Ensuite, on dépose ça au conseil municipal qui prend sa décision, qui peut faire modifier le projet, qui peut faire des modifications dans le projet suite à la consultation publique. Donc, ça va être adopté à une séance qui va suivre la consultation publique. OK. Puis, en lien avec le 494, en partant, il y avait une dérogation mineure qui avait été pour ce bloc-là, sauf que là, avec le PPC moi, est-ce que ça l'englobe tout ça? Parce que ce soir, j'ai vu qu'il n'y avait pas de dérogation mineure pour cette adresse-là. Je pourrais pas vous répondre.
Ou est-ce que le Faudrait que je- PPC moi englobe tout ça? De mémoire, il ne pouvait pas demander de dérogation mineure parce qu'il y avait c'était une remise dessus. Oui. Il n'y avait pas demandé de permis, je pense. Ouais. Donc, il fallait qu'il passe absolument par PPC-, non pas par OK, c'est ça. C'est là-dedans, dans le fond. C'est OK. pour ça. Parfait, c'est bon. Ça va comme ça? Merci. Merci. Donc, ça serait tout pour les questions des gens dans la salle. Donc, il ne nous resterait plus qu'à fermer l'Assemblée. Ça me prend un proposeur, M. Comtois, Daniel, et Mme Moreau, seconde. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée aux gens qui nous écoutent à la maison et une bonne soirée aussi aux gens qui nous assistent à la rencontre ce soir. Et on se redonne rendez-vous, si ma mémoire est bonne, encore une fois, le 7 avril, au retour de Pâques, finalement. Fait que sur ça, c'est un mardi, oui, c'est un mardi. C'est intéressant de le noter, puisqu'on va déroger un petit peu à nos habitudes du lundi. Donc, voilà.